Laurent Minière, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef d'orchestre, trompettiste et compositeur-arrangeur. Et en 2003, une mouche vous pique puisque vous fondez le Duke Orchestra. Alors pourquoi avoir choisi justement le nom de l'un des plus grands compositeurs contemporains de jazz? Bah écoutez, c'est pas vraiment moi qui choisis en fait, parce que ça m'est tombé dessus en 2003. Le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés m'a demandé de recréer les musiques sacrées d'Ellington à Saint-Sulpice. Donc ça, j'ai monté un orchestre dédié, j'ai transcrit la musique à partir des disques puisque les partitions n'existent pas, et 9 mois plus tard, on était sur scène pour présenter cette œuvre incroyable de Sacred Concert. Et il y a eu un tel impact, une telle envie de redécouvrir et de partager la musique d'Ellington qu'ensuite on a creusé le sillon progressivement. Et ensuite, plutôt que de mettre uniquement mon nom sur l'orchestre, on s'est rendu compte que, compte tenu de la qualité de l'orchestre, eh bien, on commençait à prendre une responsabilité vis-à-vis d'Ellington. Et on a assumé le fait que cet orchestre ne jouera que la musique d'Ellington. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Duke Orchestra. Alors comment se fait justement le choix des musiciens qui composent ce Duke Orchestra? Le choix des musiciens, il est directement lié au casting d'Ellington lui-même. On a tous en tête le son de Johnny Hodges, Paul Gonsalves, Ellington lui-même, Sam Woodyard, etc. Et donc, on a essayé d'identifier quels seraient les musiciens qui seraient le plus proches de cette esthétique, de coller aux grands maîtres qui nous ont précédés, et en même temps qui soient capables d'avoir une sorte de démarcation, parce qu'on ne veut pas non plus être un copier-coller de l'orchestre des années 50, 60 et 70 d'Ellington, donc il faut aussi arriver à jouer ensemble. Mais vous savez, pour tout vous dire, autant Ellington n'aimait pas qu'on appelle son orchestre un big band, de mon côté c'est un petit peu pareil en fait. On travaille les couleurs, les orchestrations, la personnalité des musiciens, et c'est ça qui donne l'identité à l'orchestre. On essaie d'aller au-delà de la notion simple de big band. Depuis 2003, est-ce que l'orchestre a changé? Est-ce que ce sont toujours les mêmes musiciens? Oui, il y a eu des adaptations. Le premier casting a un petit peu évolué, en effet. Il reste pas mal de musiciens de la première équipe, mais c'est vrai qu'entre ceux qui ont souhaité arrêter pour faire d'autres choses, ou ceux qui, avec le temps, finalement, partageaient un peu moins la façon dont moi j'avais envie d'aller, il y a eu des petits changements, en effet, mais on va dire que c'est quand même relativement stable hein, comme orchestre. Alors, nous allons parler de votre nouveau spectacle intitulé Mary Poppins, d'après le roman Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers, mais également réalisé par Walt Disney. Les chansons sont en française et elles sont extraites, donc si j'ai bien compris, de l'album Duke Ellington Plays Mary Poppins. Est-ce que vous avez eu des difficultés à obtenir des droits musicaux et qui a eu la charge de l'adaptation des textes? Alors, pour tout vous dire, ce spectacle qui s'appelle précisément Jazzy Poppins, pour se démarquer un tout petit peu, c'est d'une certaine façon, l'objet c'est de présenter au public Mary Poppins, mais dans une version jazz. La version jazz qui avait été, vous l'avez rappelé, créée par Ellington dans son album. En fait, moi, je cherchais depuis longtemps une façon de pouvoir s'adresser aux jeunes publics pour gagner des nouveaux publics pour le jazz. Et je me suis souvenu qu'Ellington avait fait cet album. Donc je me suis collé moi-même à l'adaptation du livret, le livret étant le film, et essayer de voir comment on pouvait, à partir de l'album d'Ellington, créer une narration qui soit rythmée par les morceaux de musique, qui sont évidemment les chansons du film. Et puis les adaptations en français existaient déjà, puisque les chansons du film Mary Poppins étaient bien entendu adaptées en français. La différence que l'on fait par rapport à ce qui existait, c'est que les chansons en français maintenant sont chantées sur l'esthétique jazz d'Ellington, là où d'ailleurs Ellington avait fait un album uniquement instrumental. Donc c'est une sorte de contribution supplémentaire pour avoir les chansons en français sur le jazz dans une narration, et l'orchestre ensuite a été mis en scène avec des décors, avec des costumes, pour créer un spectacle. Alors je ne sais pas si c'est une comédie musicale, un conte musical, un spectacle mis en scène, à la rigueur, peu importe, mais c'est vrai qu'il y a une comédienne, les musiciens sont en ramoneur, moi-même je joue la comédie, et puis on essaie de faire beaucoup participer la salle avec les enfants. On s'amuse beaucoup avec ce spectacle. Alors, concernant la mise en scène, c'est vrai que retranscrire un film sur une scène pour nous faire une sorte de film musical, ça a dû vous demander du temps. Et comment avez-vous abordé ce travail?
Eh bien, en fait, j'ai fait confiance à la mémoire des gens. Parce qu'on a tous en tête pas mal de tableaux du film Mary Poppins. Et ce que j'ai surtout fait, c'est réactiver la mémoire. Donc, on est parti sur l'idée d'un conte. C'est une comédienne qui raconte l'histoire de Mary Poppins telle qu'on la connaît. Mais cette comédienne qui est sur scène ne joue pas le rôle de Mary Poppins. La petite astuce, c'est qu'elle joue le rôle de Jeanne, la jeune fille qui avait été gardée par Mary Poppins et qui a grandi depuis. Et en ayant grandi, elle est devenue nounou elle aussi, et elle doute de pouvoir être une nounou à la hauteur de Mary Poppins, qui était la nounou de son enfance. Et elle rencontre des jazzmen ramoneurs qui sont sur une terrasse, qui répètent, et elle commence à faire part de ses doutes. Et évidemment, quand elle se raconte, elle raconte les épisodes qu'elle a vus là, qu'elle a vécu avec Mary Poppins, et c'est ce qui permet finalement d'envoyer un certain nombre de tableaux qui sont clairement des tableaux du film. Alors on retrouve bien entendu la promenade à la campagne, on retrouve la scène de la banque, la chanson du père qui est presque obsédé par son travail et par sa banque, et puis supercalifragilistique, tous les tubes de l'orchestre. Mais on va dire qu'on va raconter l'histoire, et c'est elle qui raconte l'histoire. Et est-ce que vous avez le sentiment, à travers ces différentes représentations de Jazzy Poppins, est-ce que vous avez le sentiment d'être retombé un peu en enfance, et est-ce que Mary Poppins, ce film a fait partie de votre éducation musicale? Ah bon, c'est clairement un film qui fait partie de mon éducation musicale avec les Aristochats et tous les films de Disney qui swingent. Mais pas que moi. Quand je vois les musiciens de l'orchestre, qui sont parmi les meilleurs jazzmen qu'on puisse trouver en France, ils retombent en enfance, ils sont fous de joie de jouer ce spectacle-là, ils essayent d'être à chaque représentation, ils s'amusent à regarder les enfants et à les faire participer, les faire rire. On a une séquence par exemple où pour la séquence de l'oncle Albert qui rit et qui s'élève jusqu'au plafond, eh bien on a transposé ça avec l'orchestre et on a créé l'orchestre qui rigole. Et donc tous les musiciens sur la musique rient à instruments déployés. Et c'est très rigolo parce que finalement, chacun se prend en jeu. On est tous retombés en enfance avec ce spectacle, mais avec beaucoup d'exigences, bien sûr, tant qu'à faire quand même. Alors, au début, vous nous parliez justement d'offrir aux enfants une approche ludique du jazz, parce que c'est le jazz dans les années 40, c'était la musique de mode, 50 aussi, et puis après, c'est un peu périclité. Aujourd'hui, le fait de vouloir transmettre cette musique aux enfants, est-ce que pour vous, c'est un challenge et finalement, pourquoi vouloir transmettre cette musique? Bah, je ne suis pas le seul, mais on s'engage là-dessus parce que c'est notre devoir pour commencer. Parce que si on ne pourra pas continuer de jouer si on n'a pas de public dans les salles, donc il faut éduquer le public, mais pas que le jeune public également, hein, les jeunes adultes. Également, on a beaucoup d'enfants qui viennent avec leurs grands-parents, par exemple, qui font découvrir la musique. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est que comment dire, cette musique de jazz, pour moi, elle n'est pas passée de mode. En fait, elle est allée dans une dimension que j'appellerais une dimension intemporelle. C'est-à-dire qu'on sait que c'est là, ça fait partie du paysage. On va pas forcément régulièrement l'écouter, la consommer, mais c'est un peu comme un Mozart ou un Jean-Sébastien Bach, Ellington. Vous voyez, c'est ce genre de personnage. Ça fait partie du paysage culturel et des fondamentaux artistique pour l'être humain. Donc nous on essaie de réactiver ça et de faire en sorte que cette dimension intemporelle devienne un petit peu plus présente pour les gens. Mais je garde confiance sur le fait que cette musique continue d'avoir un énorme impact sur le public. En tout cas, on le mesure à chaque représentation. C'est complet à chaque représentation à l'espace Paris-Plaine à Paris, là où on est en ce moment. Parce que justement, on parlait de jazz, et c'est vrai que le jazz a toujours enfin une image importante, puisque quand on regarde certaines publicités, on constate que souvent la musique qui accompagne les images pour vendre soit des voitures ou autres produits, c'est heureusement du jazz. C'est vrai, il y a le jazz lui-même, la réalité du jazz, et puis il y a l'idée qu'on s'en fait. Alors les publicitaires sont plus inscrits sur l'idée qu'on s'en fait, nous on essaye de créer le raccord entre les deux. Alors, ce spectacle que vous avez demandé du temps pour le mettre sur scène, aujourd'hui vous le proposez aux enfants et finalement à tout public. Qui s'occupe finalement de trouver
les salles, et comment vous travaillez? Vous travaillez avec le jeune public, mais est-ce que vous allez directement dans les écoles? Est-ce que vous faites des soirées ou des après-midi spécifiques pour présenter votre Jazzy Poppins? C'est-à-dire qu'on peut pas tout faire et on fait tout nous-mêmes pour tout vous dire. Donc moi j'ai monté une compagnie qui est une petite société de production dans laquelle on produit à la fois l'artistique, la technique et le développement commercial. Donc il y a une personne qui travaille avec moi et qui va proposer le spectacle. On se concentre surtout sur les théâtres de ville, les centres culturels et les festivals, parce que c'est un spectacle qui quand même a un certain coût. Hein. Il y a 16 musiciens sur scène, plus une comédienne, plus de techniciens, plus des décors. Donc on ne peut pas non plus le présenter dans des contextes où finalement l'économie du projet serait mise en péril. Donc à partir de maintenant, c'est vrai qu'à part la coproduction qu'on est en train de faire avec l'espace Paris Plein Port de Versailles, on est surtout sur une démarche de vente du spectacle au centre culturel et au théâtre. Alors, est-ce que vous êtes déjà sur un futur projet, ou pour l'instant, vous avez plutôt le sentiment que vous devez encore vous concentrer sur ce spectacle? Vous vous doutez bien que on prépare toujours la cartouche suivante. Donc ce spectacle-là est en train de tourner, on va lui laisser vivre toute la vie qu'il doit vivre. Je ne sais pas si ça prend 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais on travaille déjà sur le suivant, qui d'ailleurs sera un spectacle qui va mixer le théâtre et la musique, et peut-être même aussi la danse. Donc, Mais là, je vais pas vous en dire plus aujourd'hui. Et est-ce que, par exemple, vous avez songé peut-être à mettre en adaptation Les Aristochats, qui est quand même certainement le dessin animé de Walt Disney, qui est vraiment peut-être le plus jazzy, avec aussi le livre de la jungle? Alors oui, ce sont des musiques merveilleuses, mais je ne le ferai pas parce que l'esthétique et l'identité de l'orchestre, c'est de jouer uniquement la musique de Ellington. Donc on va puiser dans le répertoire d'Ellington, quitte à faire quelques petites adaptations, des ouvertures, des transitions entre les morceaux qu'on peut écrire nous-mêmes, bien sûr, dans l'esprit de Duke, mais on part toujours du répertoire d'Ellington. Et cet orchestre ne jouera pas une note qui n'a pas été écrite par Ellington. Alors, avant de conclure, est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose ou de préciser peut-être quelque chose concernant ce spectacle Jazzy Poppins? C'est-à-dire que le spectacle Jazzy Poppins, on va dire, c'est l'actualité du moment, c'est la création de la saison, mais il se trouve qu'en parallèle, on continue bien entendu de donner le répertoire habituel de l'orchestre, qui sont les grands standards d'Ellington, et c'est vrai que on a dans la saison en parallèle soit le spectacle Jazzy Poppins, soit d'autres spectacles qui vont présenter d'autres facettes d'Ellington, et on trouve tout le calendrier sur le site de l'orchestre, sur laurentmignard.com. Eh bien, écoutez, Laurent Mignard, merci de nous avoir accordé cette interview, puis alors longue vie à Jazzy Poppins. Merci infiniment, merci pour votre accueil et votre intérêt, et bonne continuation à tous. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.